Bonjour à tous et bienvenue sur Montaigne Auctions Channel. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être avec Daniel Mech et nous sommes ici dans son très bel appartement. Il a eu la gentillesse de nous recevoir pour nous parler de plusieurs de ses bébés, de ses créations, notamment Area qui est donc sa maison d'édition et évidemment, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, les ouvrages, les volumes absolument merveilleux qu'il a pu fabriquer, concevoir, imaginer avec des artistes de renom. Et donc il va nous parler de tout ça, on va pouvoir rentrer dans l'univers d'un créateur de livres et c'est tout l'intérêt de cette petite vidéo, c'est pas uniquement de présenter le livre mais c'est de comprendre comment on en est arrivé à cet objet qui est terminé, qu'on va vous présenter dans quelques minutes, et quel est le parcours de l'idée d'un homme jusqu'à la rencontre avec d'autres hommes, avec d'autres systèmes, avec une imprimerie, avec des graphistes, des designers, etc., pour arriver à un livre que tout le monde veut, que tout le monde s'arrache, et en petit nombre d'exemplaires, et c'est ça aujourd'hui que nous avons envie de vous faire découvrir. Alors Daniel, j'arrête de parler, sans plus attendre, à vous la parole. Alors dites-nous un petit peu, pour commencer, que sont les éditions Area et puis présentez-vous peut-être en quelques instants. Bon, donc je m'appelle Daniel Mech. J'ai eu l'occasion de travailler dans une galerie d'art contemporain qui m'a donné en même temps l'occasion de rencontrer de nombreux artistes, des écrivains. J'étais en charge dans cette galerie de la partie édition et je m'intéressais dans les années 80 et encore d'ailleurs maintenant particulièrement à la sculpture. Je fréquentais beaucoup les librairies et à l'occasion de mes visites dans les librairies, je me suis aperçu que les livres de sculpture étaient beaucoup moins présents que les livres de peinture. Et passionné par la sculpture et disons par également tout ce qui est en troisième dimension, c'est-à-dire les objets, l'architecture, je me suis posé la question et j'ai essayé de résoudre la problématique du livre qui est par essence en deux dimensions et que je voulais créer un certain nombre d'objets et de livres avec des sculpteurs, des designers ou des architectes qui introduisent dans le livre la troisième dimension. Et alors cette troisième dimension, elle apparaît de manière formelle, elle apparaît dans le texte. Comment vous pourriez décrire un peu vos livres ? D'abord, tous mes livres sont extrêmement différents les uns des autres. Il est très difficile de faire une description d'un livre. Ce qu'il faut, c'est les regarder, les toucher et les voir les uns après les autres. En réalité, ce que j'ai voulu faire, c'est proposer à des sculpteurs ou des plasticiens de la troisième dimension de créer une œuvre qui soit un livre, mais qui soit en même temps une œuvre qui s'intègre intégralement dans leur œuvre graphique, dans leur œuvre sculptée. Donc chaque livre est à la fois un livre, mais aussi une sculpture. Et j'ai travaillé avec 5 ou 6 grands artistes, qui sont tous d'ailleurs présents dans les collections du Centre Pompidou. En particulier, là nous sommes en train de voir le premier livre que j'ai édité avec Étienne Martin. Et Étienne Martin, à l'époque, était en train de créer une sculpture dans son atelier et il avait fait une espèce de petite maquette symbolique de cette sculpture et que j'ai édité avec lui et que j'ai enrichi d'un poème. C'est-à-dire qu'il doit, dans mon principe d'édition, y avoir une fusion entre texte et éléments graphiques et sculptés. Donc le matériau choisi est le bois, puisque Étienne Martin travaillait le bois, mais il travaillait également tout un tas d'autres matériaux, on pourrait presque dire tous les matériaux, puisqu'il a fait des œuvres en tissu, en corde, en fil de fer, en corne, en plastique, et c'était une espèce de magicien de la matière qui pendant toute son œuvre, créé des sculptures, et en particulier des sculptures polychromes, une de ses caractéristiques. Et alors, au total, ça fait combien de livres exactement? J'en ai présenté un, je suis en train de montrer
très maladroitement le deuxième livre, ce qui n'est pas forcément évident. D'ailleurs, je félicite les gens qui sont à la technique et qui arrivent à mieux que moi faire des vidéos et filmer des livres. Et donc là, au total, il y a combien de livres objets, artistes, de livres exceptionnels comme ça? Les éditions Area ont publié 10 titres, 2 titres de livres de texte et 8 titres de livres objets. Et ces livres objets, la plupart du temps, ont été créés par des artistes qui ont été mes amis pendant de longues années. J'aimerais revenir sur cette différence qu'on peut faire entre les livres de manière classique, la bibliophilie, et nous en avons quelques-uns qui sont avec nous là aujourd'hui, et ce que vous avez créé comme objet. Alors déjà, pour les définir un petit peu et pour créer une différence entre les deux, comment appelez-vous ce genre de livres? Des livres-objets, des livres-artistes, des livres d'artistes, des objets livresques, artisés, comment on peut les nommer? Ce type de livre a existé avant que je m'engage à faire ces éditions. Et les livres qui ont été édités par ce que je peux appeler mes prédécesseurs, ont été souvent édités. Pierre-André Benoît, par exemple? Je pense par exemple à Didio et les éditions du Soleil Noir, je pense à Givaudan avec ses éditions, et très souvent, ces éditeurs étaient proches des surréalistes, et ils ont appelé leurs livres « livres-objets ». Moi, en ce qui me concerne, je peux tout à fait convenir de la dénomination livre-objet en ce qui concerne mes éditions, puisque disons que c'est la dénomination la plus classique, mais je préfère personnellement les appeler livre-sculpture. Livre-sculpture, d'accord. Ah oui, carrément. Et alors, ces livres-sculptures, finalement, la seule différence qu'on peut voir avec un autre livre, c'est une différence formelle, mais au final, il y a quand même autre chose, puisque dans un livre classique, on a un auteur qui écrit, éventuellement un illustrateur. Là, c'est un artiste qui n'est pas forcément auteur, qui n'est pas forcément illustrateur, et qui vient d'un autre monde. C'est cette fameuse troisième dimension que vous appelez. Donc pour vous, le livre sculpture, c'est vraiment un livre qui amène cette troisième dimension, c'est ça? Absolument. Si vous voulez, ce qui me distingue de mes prédécesseurs, c'est que eux ont cherché à faire des objets, et ils ont travaillé avec des plasticiens qui étaient le plus souvent des peintres et des dessinateurs, alors que moi, ma démarche a été une démarche qui a été d'une manière tout à fait prédominante vers la troisième dimension. D'accord. Donc la dimension sculpturale. La dimension sculpturale, c'est-à-dire que tous ces livres ont des matières, ont un volume, on peut à la fois les poser dans un rayonnage de bibliothèque et en jouir sur une table ou sur une étagère, et ils sont tous issus de la pensée d'un sculpteur. D'ailleurs, même quand vous regardez la peinture d'un sculpteur est différente de la peinture d'un peintre. C'est-à-dire, par exemple, un peintre comme Géricault, qui n'est que peintre, mais enfin, il a quand même une seule sculpture, je crois, au musée de Rouen. Eh bien, on sent dans la peinture de Géricault qu'il a une âme de sculpteur. Et on pourrait dire la même chose, évidemment, de Michel-Ange, qui peint comme un sculpteur. D'ailleurs, quand on interrogeait Michel-Ange sur ce qu'il préférait de la peinture ou de la sculpture, Michel-Ange répondait qu'il aimait les peintres qui peignaient comme des sculpteurs et qu'il n'aimait pas les peintres qui peignaient comme des peintres. On peut peut-être ajouter à cette longue liste d'artistes protéiformes, évidemment celui que tout le monde connaît, Picasso, qui a même essayé à travers la peinture de rendre compte d'un mouvement formel et évidemment... Oui, curieusement, quand vous parlez de Picasso, effectivement, Picasso a une œuvre sculptée, mais quelque chose me fait dire, que j'ai du mal à définir, que ces sculptures sont plus des assemblages et que je n'ai pas le sentiment que la volonté de Picasso était de faire des objets qui aient une beauté sous tous leurs angles. C'est-à-dire que je ressens dans la sculpture de Picasso quelque chose un petit peu d'ironique et un petit peu de surréaliste. C'est plus un assemblage pour moi que de la véritable sculpture.
Je comprends, tout à fait. Mais quand je vois par exemple Matisse, pour moi Matisse est un véritable sculpteur aussi. Quelles ont été finalement vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rencontrer tel artiste ou de travailler avec tel artiste? Qu'est-ce qui a fait naître? Alors en réalité, j'avais à l'époque, je travaillais dans une très très grande galerie, qui était une magnifique galerie qui m'a donné l'occasion de rencontrer à peu près tout ce qu'il y avait de plus grands artistes au monde à l'époque. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer... À l'époque, c'est quand? À l'époque, c'est dans les années 70. Très bien. Voilà, 75. J'ai eu l'occasion de rencontrer Man Ray, Salvador Dali, Sonia Delaunay, qui m'a d'ailleurs offert cette coupe lorsque nous nous sommes mariés. J'ai rencontré Calder. J'ai eu l'occasion de rencontrer De Chirico, avec lesquels j'ai quelques souvenirs plutôt très amusants. Alors là, vous me donnez la bouche, c'est-à-dire plutôt amusant. Là, il faudra couper. Non, c'est pas grave, allez-y. Bon, alors quelques souvenirs amusants avec De Chirico. Ou bien, par exemple, Bronner s'était également marié avec une jeune femme alors qu'il était assez âgé. Et puis, à un moment, il a eu une maîtresse et s'en est aperçu. Et du fait qu'à la mort de l'artiste, en général, c'est sa veuve qui est considérée comme l'expert. Donc quand on allait voir Madame Bronner pour des œuvres, toutes les œuvres entre 52 et 56, elle disait que c'était des faux. On suppose que c'est la période où il y avait la maîtresse. Voilà, c'était la période. Donc des histoires comme ça, il y en a. Ouais. D'ailleurs, une fois j'étais chez De Chirico, c'était une soirée de Coupe du Monde de foot, et j'ai regardé la Coupe. Moi, je ne m'intéresse pas au foot. De Chirico adorait ça. C'était en Italie. Il avait un appartement place, cette très belle place, la place d'Espagne. J'ai regardé, la seule fois que j'ai regardé un match de foot, c'était avec De Chirico, quand j'étais chez lui. Vous m'avez parlé à plusieurs reprises d'un Suisse très connu qui s'appelle Sandra Ars. Est-ce que vous pouvez m'en dire si vous voulez, cette idée de livre d'artiste vient quand même de loin. Et je pense d'ailleurs que la France est un peu l'inventeur de ça. Je ne vois pas beaucoup d'exemples à peu près parallèles dans d'autres pays. En tous les cas, bon, Sandra, évidemment très grand poète, fréquentait Sonia Delaunay, Léger et bien d'autres. Et dans les années 1918, je crois, il a édité un livre qui s'appelle « La fin du monde », filmé par l'ange N.D., roman, composition en couleur par Fernand Léger. Et je considère que ce livre est un petit peu le point de départ d'un certain type de bibliophilie moderne, puisqu'il bouscule les codes de la bibliophilie de l'époque en imprimant à 1200 exemplaires, ce qui était très rare à l'époque, et c'était pas du tout considéré comme de la bibliophilie. Et par ailleurs, il fait des illustrations avec Fernand Léger au pochoir, ce qui n'est pas non plus une technique très bibliophilique pour l'époque. Donc pour moi... L'ange Notre-Dame a révélé un petit peu un nouveau type de absolument. Et alors après, il y a on peut dire une rupture, parce que là, on se situe quand même dans un livre d'une certaine qualité. Il y a pour moi, il y a eu une rupture après la Deuxième Guerre mondiale, avec des artistes comme les artistes Cobra, qui ont édité des petits fascicules extrêmement créatifs, mais tirés dans des techniques extrêmement pauvres. Dubuffet également s'est un peu livré à ce genre de choses. Et c'est à partir de ces idées-là que j'ai souhaité faire mes éditions, mais moi avec des sculpteurs, mais aussi, non pas avec des papiers
qui était très vulgaire, comme il le faisait. D'ailleurs, il le faisait d'une manière tout à fait volontaire. J'ai voulu prendre des beaux matériaux, des papiers nobles, mais quand même des papiers industriels. J'ai jamais utilisé de grands papiers faits à la main, mais j'ai toujours utilisé des papiers industriels de grande qualité. Puisque dans mon idée d'édition, il y a quand même une idée de technique contemporaine, de tirage homogène sur un nombre d'exemplaires assez limité, mais en même temps de grande qualité technique. Je crois qu'il y a un imprimeur que vous aimez beaucoup et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. C'est Louis Barnier de l'imprimerie Union. Donc, dans mes activités professionnelles, j'éditais un certain nombre de livres et je les éditais tous avec l'imprimerie Union qui était, à mon avis, et je pense que d'ailleurs c'est un avis à peu près unanime, la meilleure imprimerie en France pour de l'édition d'art. Je pense que dans la deuxième partie du XXe siècle, 40 ou 50% des livres de grande qualité, des grands livres de bibliophilie, en France sont sortis de l'imprimerie Union. Et c'est Louis Barnier, je peux dire, qui m'a initié à la bibliophilie. Il avait édité les éditions avec Ilias, qui pour moi est le géant de l'imprimerie, enfin de l'édition à la fin du siècle dernier. Et il avait fait tous les livres d'Ilias, qui étaient des livres absolument merveilleux, et avec des tirages absolument superbes, et évidemment avec de grands artistes comme Picasso et beaucoup d'autres. Et pour moi, les éditions d'Ilias sont une espèce de monument de l'édition bibliophilique française. Alors on aura l'occasion de reparler d'Ilias qui venait tout droit des pays de l'Est et j'aimerais ajouter que Louis Barnier avait comme particularité d'avoir fait Normal Sup, d'être également enseignant et également appartenant au collège de pataphysique. Voilà. Et donc ça en fait un caractère très particulier et pour synthétiser, pour ceux qui ignorent ce qu'était, puisqu'elle a fermé maintenant depuis les années 90, l'imprimerie de l'Union, c'était vraiment une imprimerie avec une noblesse d'art dans la conception, dans la fabrication de ce qu'on pouvait leur remettre. Et comme lui disait lui-même Louis Barnier, il fabriquait aussi bien des livres extrêmement coûteux de bibliophilie, très classe, très cossus, que des prospectus publicitaires ou tout simplement pour donner les résultats de certaines sociétés en termes de finances. Donc en fait, on a vraiment l'art au service de tous les besoins humains en matière d'impression. Vous vouliez ajouter ? J'ajouterais concernant Louis Barnier qu'il était le grand inquisiteur du collège de pataphysique. Ah. C'était un individu très dangereux. Mais en pataphysique, je pense que comme art de défier la logique, je crois qu'en pataphysique, on avait un vrai collège.